Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinar et cette nouvelle matinale du Lab RH, toujours au sein même de ma cuisine que vous commencez à connaître. Peut-être que ça sera la dernière fois, comme je disais aux participants il y a 2 minutes. Et ce n'est pas impossible que la prochaine matinale se fasse au Lab RH. Toujours en webinar, je vous rassure, mais au Lab RH. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, vos familles également. On se retrouve aujourd'hui dans une configuration nouvelle. On est déconfiné, confiné ou confiné, déconfiné, on va voir. Mais en tout cas, on se pose la question dans le cadre de ce déconfinement, est-ce que c'est un nouveau départ ou un retour à la case départ pour l'innovation RH? Ça, c'est une grande question qu'on se pose. Et donc, j'ai la joie d'accueillir un certain nombre de participants ce matin. Donc, il y aura tout d'abord Thomas Chardin de Parlons RH, donc dirigeant et fondateur. Déborah Penaud, qui est responsable développement RH de BPI France. On a beaucoup entendu parler de BPI ces derniers mois. Nathalie Mongeau, qui est la directrice du développement RH de Petit Bateau, qui nous rejoindra à 9h30. Frédéric Myriel, qui est la Head of Workplace Consulting, Change Management et R&D de Colliers International. Et enfin, Yves Grandmontagne, donc président du Lab RH, qui prendra la conclusion. Écoutez, sans plus attendre, je vais passer la parole déjà à Thomas Chardin. Est-ce que ce déconfinement, Thomas, est un nouveau départ ou un retour à la case départ pour l'innovation RH? Et règle Alors du bonjour. jeu, alors juste pardon, Thomas, Oui. règle du jeu, vous avez toutes et tous 10 minutes pour parler et 5 minutes de questions-réponses. Et vous, internautes, vous pouvez me poser les questions que je relayerai en direct. Alors, merci Alexandre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être, j'allais dire parmi vous. Ben oui, ce sont les nouvelles modalités d'échange pour pouvoir justement partager sur ce sujet de l'innovation RH. Je vais quand même prendre sur mes 10 minutes 30 secondes pour commencer par dire que je trouve que les DRH étaient particulièrement à la manœuvre pendant la période de confinement, pendant cette période de déconfinement. En tout cas, ils sont, me semble-t-il, vraiment sur le pont depuis fin février. Ils sont particulièrement investis et engagés. Et j'ai le sentiment que parfois, c'est un peu les oubliés de la seconde ligne. Ils ne sont pas les seuls à être oubliés de la seconde ligne. Mais voilà, je voulais juste commencer par leur tirer un coup de chapeau parce que je trouve que leur investissement est particulièrement remarquable. On pourrait dire naturel, c'est dans le cadre de leur mission, mais particulièrement remarquable. Voilà en guise d'introduction, et ça me semblait bien légitime. Je crois que je vais peut-être jouer un peu le rôle du chat noir ou l'oiseau de mauvais augure durant ce webinaire, puisque là, j'ai eu un propos positif sur la fonction RH. On aime au sein de Parlons RH la fonction RH, on veut qu'elle réussisse. Mais qui aime bien châtie bien, je peux être parfois un petit peu plus critique. Et sur ce thème de l'innovation, je le suis. Et pour essayer de répondre à la question, en fait, moi, je ne crois pas à ce que la fonction RH soit plus innovante après qu'avant. Je ne crois pas qu'il y ait une dynamique, que cette crise sanitaire entraîne une forme d'acculturation accélérée à l'innovation RH par les professionnels RH. Pour deux raisons très simples. La première, c'est par homéostasie sécurisante. Je vais y revenir, qu'est-ce que j'y mets dedans. Et la seconde, c'est le backdraft de l'ADN de la fonction RH. Là aussi, je vais expliciter mon propos. Sur ce que j'entends par homéostasie sécurisante, c'est que bon, on a connu et on connaît encore aujourd'hui de très grands bouleversements, c'est le moins qu'on puisse dire, une crise majeure avec beaucoup de confusion, beaucoup de crainte et beaucoup de peur. En fait, beaucoup de peur de la maladie, beaucoup de peur de la mort, tout simplement. Pour nous, pour nos proches, etc., pour nos collègues, bien évidemment. Et quand on connaît une période de désordre comme celle-là, on aspire tous à une chose, c'est à retrouver une forme d'ordre intérieur et d'ordre environnemental de ce qui nous entoure. Et retrouver l'ordre, ce n'est pas forcément retrouver une dynamique de transformation accélérée, une dynamique d'innovation. Donc, au contraire, je crois qu'on va vouloir pour retrouver cet ordre intérieur, on va vouloir retrouver l'ordre antérieur, c'est-à-dire une forme de normalité. On a tous envie de retrouver presque une forme de routine, retrouver un peu le monde d'avant, qui
est-ce que le monde d'après sera comme le monde d'avant? Ça, c'est une vaste question. Je précise juste que, évidemment, au regard de la question, je ne suis pas du tout Madame Irma, hein. Je crois que dans le contexte dans lequel on est, dans un monde alors, totalement imprévisible, où en fait, on sait presque on ne sait pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc là, on est en train d'essayer de se projeter, hein, donc avec beaucoup de zones d'incertitude. En fait, la réponse au chaos, ça peut être métro, boulot, dodo. Si on dit ça, eh ben, ce n'est pas forcément très propice à une dynamique d'innovation. C'est la première raison, l'homéostasie sécurisante. Le système absorbe les chocs, mais reste en équilibre. J'ai envie de business as usual. La deuxième raison, c'est le backdraft de l'ADN de la fonction RH. En fait, pendant 40 ans, on a demandé à la fonction RH, aux professionnels RH, d'être averse au risque. C'est évidemment très réducteur, mais le R de DRH, c'est le R de risque, le risque social qu'on doit mettre sous contrôle, qu'on doit si possible réduire. On est, alors je dis on, pardon, je m'associe à la profession. Les professionnels RH sont les gardiens du temple, sont les gardiens des valeurs. C'est indispensable, hein. Vous ne me méprenez pas sur mon propos. C'est extrêmement important, évidemment, pour qu'on soit dans un contexte de collaboration. Mais être riscophobe ne se marie pas bien avec innovatophile, hein. C'est un peu le grand écart. C'est-à-dire que l'innovation, c'est dégager de l'appétence pour le risque. C'est dégager même, en tirer une forme de profit. Or que là, on est dans un contexte, alors dans un contexte tendanciel de la fonction RH et d'être averse au risque, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc, d'une certaine manière, elle le réalise parfaitement bien sa mission, d'être le régulateur, presque a posteriori des processus. Et là, on tombe dans une période où ce qu'on demande à la fonction RH, c'est en fait l'ensemble de ces missions technico-juridico-sociales importantes. Mais voilà, le poids des circonstances fait que je pense qu'on risque une forme de repli identitaire sur ces missions-là de la fonction RH. Donc, d'avoir en fait une contribution en termes d'activité encore plus forte, d'une part à une forme, là, on traite tous les textes, on est bombardé de textes et on essaie de faire au mieux pour préserver la santé et la sécurité des collaborateurs. Sur les 6-12 prochains mois, il y aura probablement tout autant de textes et on sera confronté à comment est-ce que vous allez contribuer, messieurs, dames, les DRH, à l'effort de guerre sur la réduction budgétaire en termes de formation, en termes de communication RH. Les recrutements sont gelés et en fait, le vrai sujet, me semble-t-il, ça va être la destruction d'emplois et donc les plans de licenciement. Pas pour tous, évidemment, je globalise, il y a des secteurs qui sont moins concernés que d'autres, mais ça risque d'être assez généralisé. L'homéostasie sécurisante et le backdraft de l'ADN de la fonction RH me laissent penser qu'on va quand même être plutôt dans une forme d'inertie et même presque une forme de régression en termes d'innovation de la fonction RH. Je regarde l'heure pour savoir combien de temps il me reste. Oh là là, je suis large, il me reste 3 minutes. Alors, je vais profiter de ces 3 minutes pour dire qu'en fait, pour que l'innovation RH se développe, il faut un changement de posture des professionnels RH. Et il faut passer du courage à l'audace. Je pense que les DRH, les professionnels RH, sont particulièrement courageux. Ils absorbent les chocs exogènes et endogènes à l'organisation, les chocs sociaux, les chocs organisationnels, les chocs technologiques, les chocs juridiques. En fait, ils n'arrêtent pas ils les absorbent particulièrement bien. N'en doutons pas une seule seconde. Moi, c'est ce que je vérifie tous les jours sur le terrain. Les DRH sont courageux. Ils ne sont absolument pas audacieux, c'est-à-dire de se saisir d'un sujet et d'aller le défendre auprès des différentes instances de gouvernance et même, pourquoi pas, auprès des actionnaires. Ils ne se saisissent pas des sujets de transformation, en tout cas pas suffisamment. Je ne dis pas que vous qui êtes en ligne et qui m'écoutez n'êtes pas dans ce cas-là, mais en très grande majorité, il n'y a pas cette dynamique de dire « Ah ben, je vais être le porteur de la transformation de l'organisation ». Et d'ailleurs, comme j'accompagne la transformation, je me transforme moi-même. Comme je diffuse et j'infuse l'innovation, j'innove moi-même. Quels sont les grands chantiers qui résonnent avec le monde contemporain? L'expérience collaborateur, la marque employeur. Alors, la marque employeur, ce n'est pas la communication de séduction de recrutement, c'est bien plus large que ça. C'est une réponse systémique aux différents enjeux RH, la guerre des talents, l'attractivité, la fidélisation.
l'engagement des collaborateurs qui est en décroissance continue en France avec un absentéisme qui augmente. Tous ces chantiers-là nécessitent qu'on dégage en fait une appétence pour le risque et donc qu'on rentre dans une forme d'adaptation et de transformation. Donc, je pense qu'il faut véritablement passer du courage à l'audace et on ne peut pas, à mon avis, être les deux. C'est-à-dire que ça nécessite de choisir dans ces missions. On ne peut pas être au four et au moulin, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois au risque d'en attraper aucun. Et donc, je crois véritablement que pour que la fonction RH devienne une fonction RH innovante, ce n'est pas que l'innovation RH, innovante, c'est-à-dire qui résonne dans le monde contemporain, qui résonne dans le XXIe siècle, qui soit moderne, il faut qu'elle abandonne en fait, ses prérogatives anciennes. Quand je dis abandonner, c'est presque par responsabilité qu'elle les délègue à ceux dont c'est le cœur de métier. Je suis dans le bon timing. Merci beaucoup, Thomas. Et tu as parfaitement respecté les 10 minutes. Merci. Alors, je vais laisser un tout petit peu de temps aux participants. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le canal questions et réponses pour poser vos questions. Moi, je vais avoir une première question, Thomas, à te poser. Si tu étais RH, toi, quelles seraient tes premières mesures que tu prendrais? Alors, en effet, je ne suis pas RH. C'est vrai que moi, je suis dans la posture un peu du consultant et de l'observateur. Depuis un quart de siècle, j'ai pris conscience de ça. Ça fait 25 ans que j'accompagne la fonction RH. Ça ne me rajeunit pas. Donc, j'essaye aussi d'être dans mon rôle. Et c'est vrai que je peux avoir un discours un peu yaka focus. Je comprends très bien ta question. En fait, si j'étais RH aujourd'hui, je suis préoccupé par le court terme, le très, très court terme. Ma priorité, ça serait la sécurité et la santé des collaborateurs. Donc, en cela, sur le court terme, je crois que je ferai exactement ce que j'essaierai en tout cas de faire ce que font très bien aujourd'hui les DRH dans toutes les mesures mises en place, l'accompagnement psychologique des collaborateurs. Enfin, après, il y a plein de cas entre les salariés qui sont en usine, les salariés du siège, la taille des entreprises, etc. Tout le monde n'est pas en télétravail, loin de là. Je rappelle, la majorité des salariés ne sont pas en télétravail. Donc, je dirais, pour répondre simplement, l'accompagnement des collaborateurs et l'accompagnement des managers, qui, à mon avis, cette crise a aussi révélé toutes les forces de certaines cultures et toutes les faiblesses d'autres, notamment aussi des managers qui ne sont pas de très bons managers. Donc, et après, je pense qu'il y a aussi un besoin d'accompagnement là-dessus. Et après, si je me positionne dans un plus long terme et au regard du sujet, si j'étais DRH, j'irais voir mon patron et je lui dirais, voilà, les déclarations sociales et administratives, je vais les donner à la DAF. Tous les aspects juridiques, je vais les donner au service juridique. En fait, je vais essayer, si la formation est considérée comme un achat de commodité pour certaines d'entre elles en volume, je vais donner ça aux achats. En fait, je voudrais essayer de me décharger, mais au sens presque en termes de responsabilité. C'est-à-dire, comme ces activités-là sont particulièrement importantes, mais ne contribuent pas à la performance du business, une paye juste ou fausse. La paye juste, on ne va pas vous féliciter parce que les justes, elles ne contribuent pas au résultat net de l'entreprise. En revanche, une paye fausse, oui, ça, il y a un risque de moins-value. Il n'y a pas de génération de plus-value. Et donc, j'essaierai de me concentrer avec des effectifs très réduits sur ce qui contribue à la performance de l'entreprise. Donc, en fait, je changerai presque. En fait, je m'interrogerai sur la mission et j'essaierai de mettre en accord les activités, non pas comme mon octroi, mais que je souhaite au regard de ma mission. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà des exemples d'entreprises qui prennent cette direction ou le bon chemin? En tout cas, alors, il y a quand même une grosse interrogation sur, je pense qu'il y a une forme le DRH n'est pas toujours synchrone et bien dans ses baskets par rapport à son mission. Il ne fait pas toujours ce qu'il aimerait faire. Alors là, prenez toutes les enquêtes là-dessus. La dernière des éditions Tissot, où l'enquête Segos qui dit la première mission, c'est les DRH qui répondent, la première mission de DRH, c'est la gestion administrative. Évidemment, la dernière qu'ils souhaitent, c'est la gestion administrative. La première qui est attendue par les collaborateurs, c'est la proximité. Et la dernière qui est attendue, c'est la gestion administrative. Il y a des entreprises qui essaient effectivement de prendre à bras le corps là-dessus. Alors, la seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de PME, d'ETI qui font des choses très, très bien. Et puis après, vous avez des grands groupes. En fait, à chaque fois, on peut citer Mazars, Nexity. Il y a plein de grands groupes qui font pour partie des choses très bien en termes d'innovation. Je trouve que la Française des Jeux, par exemple, est intéressant. Il y a
toutes les entreprises nordiques, type Decathlon, Kiloutou, font des choses très intéressantes aussi sur l'expérience collaborateur. Mais vous voyez, quand on cite des grands groupes, en fait, on s'adresse qu'à une infime partie des entreprises. Si je vous citais GSE, qui est une entreprise du service dans l'immobilier, personne ne connaît, c'est une belle ETI, elle fait des choses particulièrement remarquables. Je suis souvent surpris de constater que quand je rencontre un DRH, je me dis, oh là, il y a une vision prospective du métier et la volonté chevillée au corps de mettre en accord ses activités quotidiennes au regard de la vision de son métier. Cette personne ne vient pas de la fonction RH. Voilà. C'est-à-dire que le sens du business, l'aspect projectif, le fait d'accepter de déléguer les activités juridiques, technico-administratives, en fait, qui aujourd'hui on forme encore au sein des différents cursus RH à ces choses-là, vient souvent des gens qui ne viennent pas, alors qui portent la fonction RH au quotidien, depuis 10 ans parfois, mais qui viennent des opérations, du commerce et d'autres activités. Ok, parfait, Thomas. Merci beaucoup pour la réponse à ces questions et pour ton intervention. On va passer donc à notre intervenante, donc Déborah Penaud, qui, je rappelle, est responsable du développement RH de BPI France. Donc, au regard de tout ce qu'a dit Thomas, il y a peut-être des interrogations, mais Déborah, je vais te laisser te prendre la parole pour dire le point de vue de BPI France par rapport à ce sujet sur le déconfinement et savoir si l'innovation RH est toujours d'actualité ou revient en effet en arrière. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je suis très contente d'être là ce matin, puisque ce qu'on vit en ce moment, c'est une situation qui est extrêmement particulière. Et chez BPI France, vous avez entendu parler de l'action de BPI France en ce moment. Notre enjeu est la priorité numéro 1, parce que quand on est dans une situation de crise, on redéfinit ses priorités. La priorité numéro 1, c'était les entreprises. C'était de mettre en place un plan d'urgence en faveur des entreprises françaises, justement pour éviter toutes les situations compliquées qu'elles pourraient avoir à traiter après. Donc ça a été quelque chose de très fort qui a du coup mécaniquement fédéré tout le collectif BPI France. Et on le savait, notre mission, c'est quelque chose qui est hyper important. Du coup, comment est-ce qu'on a vécu cette crise Covid de l'intérieur, côté RH? Je vais peut-être commencer par ça pour vous dire d'où on vient et après où est-ce qu'on va. Parce qu'il y a une direction et moi je crois à un après. Et je crois à un après qui justement va aller vers quelque chose de différent. Et c'est un très joli coup d'opportunité pour une fonction RH. J'y reviendrai. Du coup, en situation de crise, qu'est-ce qu'on fait? Bon, après les phases de non, bon, bon là c'est la crise, qui sont normales et qui existent dans toutes les pandémies. Nous, on n'est pas du tout passé dans le déni. On s'est rendu compte très vite que ça allait être très sérieux. Donc, du coup, on a pris en place un certain nombre de mesures. Et du coup, on s'est organisé très très vite, puisque en l'espace d'une après-midi, quasiment toute l'entreprise est passée en télétravail. C'est rapide, mais c'était aussi la preuve de l'agilité, de la résilience des personnes et de l'organisation. On a structuré une task force Covid de manière hyper logique et on s'est concentré sur la partie développement, sur ce qui pourrait ressembler à des basiques, mais qui en situation de crise ne l'est pas forcément. Former ses managers à manager à distance quand ils sont eux-mêmes à distance, voilà, ça se fait, on l'a fait avec tous les managers de BPI France, mais c'était aussi se dire, voilà, on est en situation de crise, il faut aider. On a eu plusieurs centaines de volontaires qui ont levé la main pour dire, moi, c'est peut-être pas mon métier initialement, mais je veux aider les entreprises et je veux aider mes collègues à répondre aux entreprises, puisque BPI France a mis en place un numéro vert, du coup, qui a reçu un flux qu'il faut gérer d'entreprises auxquelles il faut répondre pour pouvoir les aiguiller et les aider au mieux. Donc, on a réussi en une semaine à former plus de 300 personnes complètement à distance avec un module qui n'existait pas 2 jours avant. Donc, on est capable de faire les choses, on est capable de faire les choses vite, mais
c'est pas parce qu'on fait les choses vite qu'on a tout fait dans le désordre. C'est-à-dire qu'on s'est concentré d'abord sur les enjeux opérationnels, de vérifier que tout le monde allait bien. C'est la base, hein, vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde a su trouver son rythme de travail à distance, qu'il ou elle a les dispositifs de soutien dont on peut avoir besoin. Et c'est là où nous, je ne dirais pas que ça a fait sauter des verrous, mais pour certaines choses, on s'est permis des choses qu'on ne se permettait pas avant en se disant, bon, c'est peut-être un peu too much ou c'est peut-être un peu trop intrusif. Est-ce qu'on n'est pas en train d'empiéter sur le territoire de nos collaborateurs? Du coup, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Je ne vais peut-être pas y revenir, ce n'est pas l'objet de ce matin, mais des plateformes de formation en ligne, des distances, un dispositif dont j'ai moi-même bénéficié, hein, parce que TRHception, on participe à nos propres dispositifs, un dispositif de coach and call ou 1 heure au téléphone par semaine avec quelqu'un pour faire le point sur sa situation de télétravail et sur son quotidien de travail à distance. Moi, j'en ai profité pour poser plein de questions sur comment aider mon équipe au mieux, parce que tout le monde dans mon équipe n'a pas les mêmes configurations de confinement que la mienne. On a tous des vécus différents. Et aussi quelque chose qui est très important, tout le monde n'a pas les mêmes ressources sur le sujet. Dans l'absolu, sur le confinement plus le travail à distance, ça fait 2 choses, ça fait 2 sujets en fait. Et c'est peut-être pas le travail à distance qui pose le problème, c'est peut-être le confinement, ou le contraire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu en tête très tôt et qu'on a du coup bien inséré dans notre dispositif. Ensuite, du coup, on est allé sur des plateformes sur lesquelles on n'était pas encore allé, plus avec une ouverture à des nouveaux sujets, plus dans une approche d'écoute psychologique, plus sur ce type de sujet. Et on a eu la surprise de constater que des choses qu'on ne faisait plus parce que une newsletter RH, c'était pas celles qui étaient les plus lues, donc on avait réduit énormément la fréquence. Là, on a remonté en fréquence et on a changé aussi certaines manières de communiquer. Par exemple, on a fait des guides du week-end confiné pour donner des idées. Donc, voilà, pour donner des idées aux collaborateurs. Donc, ils ont été publiés partout, donc ça, c'était très rigolo. Mais voilà, de se dire, c'est bien aussi un peu de légèreté dans un contexte de crise. On faisait ça que pour la newsletter du week-end, hein, je tiens à le préciser. On avait aussi en parallèle un dispositif de FAQ, etc., qui est alimenté tous les jours pour permettre de répondre au mieux aux questions. Donc les apprentissages qu'on en a tirés, parce qu'on a quand même réfléchi pendant cette période, on a constaté déjà que on avait une organisation qui était assez flexible, que côté RH, c'est pas parce qu'on était dans une situation de crise qu'on arrêtait tout, que justement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut adapter, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va modifier et qu'est-ce qu'on va reporter. Donc ça, c'était intéressant à vivre et à voir parce que il y a des choses où on peut se dire, ok, en fait, tous nos formats et tous nos processus, ils sont complètement digitalisés. Du jour au lendemain, on a tous commencé à travailler avec des outils collaboratifs qu'on n'utilisait pas forcément avant. Et ça nous a paru très naturel du jour au lendemain de dire, oui, avant on était plusieurs dans une salle, maintenant on est tous sur Teams. On a compris qu'il fallait couper son micro quand on parlait pas. Et ça s'est fait de manière assez fluide, en fait. Et là-dessus, on s'est dit, ok, on repense tout, on garde nos fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est nos valeurs, c'est nos objectifs, c'est nos enjeux. Ça, on les assure. Et du coup, ce que j'imagine, moi, pour l'après, parce qu'on a quand même plein de belles choses à travailler en matière RH. Et c'est pas parce que on se dit que c'est pas tout de suite que ça se fera jamais. Ça, c'est aussi un truc, c'est si on n'a pas le budget tout de suite, on l'aura peut-être demain. Et en attendant, on peut travailler sa vision, on peut travailler son organisation, on peut réfléchir au coup d'après. Du coup, moi, j'attends beaucoup de choses parce que je pense que, sincèrement, cette crise, elle a été un révélateur de quelque chose qui, pour moi, est très important, c'est-à-dire qu'on va passer dans une nouvelle ère
qui va être l'ère du care collaborateur. On a beaucoup travaillé sur les candidats, maintenant on va beaucoup travailler sur les collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été confrontés à plein de choses qui n'étaient pas forcément faciles, des choses qui n'étaient pas forcément agréables. Et il va falloir faire attention au collectif. La question de l'engagement que soulevait Thomas, c'est un très bon point, parce qu'une période de crise, ça peut être aussi une période de surengagement, ça peut être une période de fatigue, et du coup, il peut se passer plein de choses. Quand on est fatigué, on peut devenir agressif, on est inquiet, ça peut avoir plein d'effets négatifs, un post-crise. Rien qu'à voir la réaction qu'on a peut-être tous eu de se dire « Oh là là, on est déconfiné », mais entre le 10 mai et le 11 mai, la maladie, elle ne s'est pas arrêtée. Donc, c'est une inquiétude qui est normale et c'est une inquiétude qui est tout à fait légitime. Donc ça, il faut l'avoir en tête, parce que pour moi, sur les thèmes de l'innovation, ce qui va être innovant et ce qui va être beau demain, ça va être tous les dispositifs qui vont permettre d'accompagner au mieux les collaborateurs, d'accompagner au mieux les organisations. C'est ce que c'est faire une fonction ressources humaines, avec tout ce qu'elle a de plus riche. Et du coup, ce qui va faire la différence, c'est cette capacité, à travers le digital, à faire vivre des expériences, à faire vivre des choses. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on évite l'amnésie collective de ce qui arrive quand on a traversé une période de crise, parce que c'est un mouvement qui est normal. Mais je pense que la fonction RH a beaucoup brillé pendant cette crise. Et du coup, il y a plein de choses qui continuent à être à faire. J'ai dépassé de 6 secondes, mais normalement, on est bon. Merci beaucoup, Déborah. Parfait. Merci pour cette intervention. Donc, pareil, si vous avez des questions à poser, là, j'ai vu qu'il y avait une question qui était destinée à Thomas Chadin et Thomas a répondu en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les relayerai à Déborah. Moi, j'ai une réaction par rapport à ça parce que je sens un réel optimisme du coup de dire voilà, cette situation qu'on a vécue très particulière favorise un terrain de jeu lié à l'innovation et on est vraiment très optimiste. Même si on n'a pas les budgets aujourd'hui, on les aura peut-être demain et ça, tu as insisté là-dessus, je retiens ça. De l'autre côté, il y a cette idée de collectif, de force du collectif. Il y a plus d'une centaine de personnes, je crois, tu disais, qui se sont portées volontaires pour aider l'entreprise, les entreprises. Et est-ce que ce collectif de travail qui s'est révélé pendant cette période très particulière, tu penses qu'elle va perdurer? Et quelles sont les actions finalement à proposer auprès des collaborateurs pour que ça perdure finalement au-delà? Alors, c'est plusieurs centaines de volontaires. On a énormément de monde qui a levé la main. Moi, j'ai levé la main, on m'a dit tu n'as pas forcément les compétences nécessaires en finance. Très bon point. Mais c'est important aussi de souligner ça et de le dire et de le valoriser. Quelque chose qui a été très apprécié, c'était que notre DG, là, pendant toute la période de crise, toutes les semaines faisait un live où il répondait en direct, pour le coup sans aucun filtre, aux questions des collaborateurs. Et ce qui a été intéressant aussi, c'était de le mesurer, cet engagement. Parce que on ne peut pas dire waouh, tout le monde est très motivé si on n'a pas d'outil de mesure. Donc c'est ce qu'on a fait, on a mesuré. Et tout au long du truc, ça typiquement c'est un dispositif qui je pense va perdurer, qui sera peut-être adapté, mais qui potentiellement peut perdurer. Ok, très bien, parfait. Parfait. Donc, il y a eu des choses quand même qui ont été très, très actives là-dedans. Est-ce que là, vous capitalisez sur toutes ces choses qui ont été montées pour les prolonger sur les prochains mois? Là, tu me donnes l'exemple de cette prise de mesure qui va finalement devenir une routine, ce qui n'était pas le cas avant de ce que je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Sur la formation, on a énormément changé notre fusil d'épaule pour certains sujets. On a eu un gros travail d'adaptation, soit de thématiques, soit de formats existants. Et on a aussi massifié le recours à certains outils qu'on avait, d'outils de e-learning, de micro-learning, d'open learning, justement pour ouvrir un panel beaucoup plus grand et qui s'adapte aussi aux temporalités des uns et des autres. Du coup, ça c'était un pilote qu'on avait mené, qu'on a généralisé au niveau du groupe. Donc
il y a pas mal de choses qui, à mon avis, vont perdurer. Pourquoi? Parce qu'elles ont de la valeur. Quel que soit le contexte, s'il y a une valeur ajoutée, si c'est une valeur qui est mesurée, qui est perçue par les collaborateurs, ils vont l'utiliser. C'est aussi simple que ça. Donc on a Thomas qui Oui, nous dit exactement. qu'il faut rester optimiste aussi. Et une toute dernière question, là, c'est vraiment par curiosité, Déborah, je me permets, mais toute l'innovation est quand même liée à un budget. Et côté BPI France, alors est-ce que les dirigeants de BPI France disent, OK, c'est bon, on engage un budget pour les RH et pour continuer à innover dans les RH dans les prochains mois, ou pour l'instant, on n'en sait rien? Très bonne question. Je poserai peut-être la question à Nicolas Dufour bientôt. D'accord. Parfait. Bon, merci beaucoup en tout cas, Déborah, pour ton intervention. Donc, responsable du développement RH chez BPI France. Euh, Entre-temps, il y a Nathalie Mongeau qui nous a rejoint sur le webinar, donc qui est la directrice du développement RH de Petit Bateau. Bonjour Bonjour. Nathalie. Bonjour. On a trouvé très intéressant donc d'avoir le retour aussi d'une entreprise qui a mis en place une méthodologie en fait d'innovation RH. Et donc, je vais vous laisser la parole, Nathalie, pour nous présenter tout ça, et puis aussi avoir votre regard sur, en effet, est-ce que ce déconfinement est favorable à l'innovation RH ou est-ce que c'est un retour arrière dans la fonction RH? Donc, vous avez 10 minutes pour ça, Nathalie. Ok. Bonjour, merci à tous de m'avoir convié à participer ce matin à cette matinale que je trouve particulièrement réjouissante. J'aime beaucoup le point de vue sombre, dark de Thomas Chardin. Et j'aime beaucoup l'optimisme dégagé par Déborah aussi. Alors, je vais peut-être juste vous dire que déjà chez Petit Bateau, on a un DRH qui ne vient pas de la fonction RH. Ça va peut-être commencer par là. Thomas Bucaille évolue dans la fonction RH depuis plusieurs années, bien sûr, mais au démarrage, il vient du marketing. Donc, il vient du business. Et surtout, il vient de zones internationales. Donc, il amène avec lui déjà une vision des RH qui n'est pas franco-française et encore moins troyenne. Petit Bateau, c'est un siège social historique à Troyes, dans l'Aube, là où sont nos usines. Donc, on est très ancré dans ce territoire local. Et parfois, on pourrait avoir tendance à ne voir que le petit bout de la lorgnette franco-française. Lui, il amène toute la partie internationale. Pensez plus large, ouvrez vos horizons. Moi, j'ai tendance à dire ouvrons nos chakras. Lui, il parle d'horizon. Du coup, ça donne un ton particulier et puis une posture particulière aussi à la fonction RH. On est constitué en équipe d'experts et de généralistes. Alors, il y a effectivement des fonctions très technico-juridico-légales RH qui ont été au front dès les premières heures de la révolution qu'on a tous, du bouleversement qu'on a tous vécu. Et puis, on a des fonctions très RRH de périmètre, qui sont des gestionnaires de périmètre, de population, qui connaissent sur le bout des doigts les personnes qui sont dans leur zone d'action. Et puis, on a des gens comme moi qui sont plutôt des transverses, un peu des satellites, et qui vont toucher à des zones très généralistes et très... Alors, j'allais dire, on est en permanence entre la périphérie et le noyau, en fonction des besoins que l'entreprise peut exprimer. Moi, mon rôle dans l'entreprise, alors je suis directrice du développement RH, donc j'ai la formation, la gestion des talents, j'ai la communication interne. Je suis directrice aussi de la com interne. Ce qui veut dire que j'ai un levier fort à ma main pour pouvoir déployer soit des sujets, soit des thématiques, soit des actions nouvelles. Ce qu'on ne s'est pas privé de faire, puisque nous aussi, en très très peu de temps, on est passé en confinement. On est passé en télétravail. Du vendredi après-midi au lundi matin, tous ceux qui pouvaient être en télétravail étaient en télétravail, et puis évidemment tous ceux qui ne pouvaient pas l'être parce que leur fonction ne le permettait pas ont été mis en chômage partiel total, technique en tout cas.
parce qu'on a énormément de main-d'œuvre directe. On a des usines en France, on a des entrepôts logistiques. Alors certains ont continué de tourner, bien sûr, parce qu'il fallait continuer, notamment pour le e-business, puisque quand toutes nos boutiques ferment, ce qui a été le cas chez Petit Bateau, on est un retailer, toutes nos boutiques ont fermé. Il a bien fallu continuer à faire fonctionner la machine et faire rentrer du cash. Je suis désolée, je parle un peu, mais c'est comme ça, c'est le business. Pour faire rentrer du cash, toutes nos équipes digitales de e-commerce, de CRM, mais également toutes les fonctions logistiques de supply chain, d'entrepôt, ont été au front. Et pour ça, ces gens-là, il fallait les accompagner. On ne pouvait pas les laisser tout seuls. Il fallait déjà leur dire, les gérer, de façon très ressources humaines, c'est de la ressource. Mais il fallait aussi entretenir ce capital. Et nous, derrière, dans ma partie, en fait, tout ce qu'on a mis en place a été de la communication. On a communiqué. Et puis, moi, j'ai très rapidement mis en place, même si on est isolé, j'ai vraiment voulu faire en sorte qu'on ne soit pas seul. Et pour moi, il y a quelque chose d'important, même à distance, c'est la proximité. Et raconter aux gens des choses qui les touchent, qui les importent, qui leur importent, parce que c'est leur quotidien. Forcément, ça a un impact plus fort. Donc, on a mis en place toutes les semaines, voire quelquefois plusieurs fois dans la même semaine, des communications thématiques sur le télétravail. Donc, ça a demandé un travail de journaliste parce qu'on n'a pas tous les sujets sur le bout des doigts comme ça, parce qu'on a décidé d'en parler. Donc, il a fallu faire un travail d'investigation, aller chercher, beaucoup lire. Donc, déjà, en ça, on a révolutionné notre façon de travailler parce qu'on ne s'est pas tourné juste sur notre petit nombril et ce qu'on savait déjà, mais on a été regarder ce qui se faisait ailleurs, les bonnes pratiques pour pouvoir dire « Attendez, regardez, il se passe ça chez ces gens-là et ça a l'air pas mal, on essaye ». Et du coup, c'est comme ça, assez rapidement, qu'on a mis en place une espèce de test and learn. Ça marche pas. Ça marche, on continue. Ça marche pas, on arrête. Parce que si ça marche, ça a de la valeur. Si ça marche pas, c'est qu'on n'en a pas besoin ou en tout cas que c'est pas prêt. Moi, quand on m'a demandé quand Lionel Guérin m'a demandé de participer à cette matinale, il m'a dit « Mais votre rôle, finalement, c'est quoi ?» Moi, mon rôle dans l'entreprise, c'est de secouer le cocotier. En fait, je suis naturellement quelqu'un d'intrépide. Et dans l'entreprise, dans mon équipe, je suis reconnue pour ça. Donc finalement, c'est assez simple pour moi de proposer de proposer aux gens des choses nouvelles et de leur dire, on essaye, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Au pire, ça peut être que mieux. Et parce que j'ai cette casquette-là dès le départ. Donc, je suis identifiée comme Madame Secouer le cocotier, comme la personne qui va venir à des réunions de business. Pourtant, je suis RH, mais je vais venir à des réunions de business parce que je pose la question du candide. Je vais toujours avoir un pas de côté, dire « Ah tiens, vous faites ça comme ça, tiens, c'est pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» Et en fait, en leur posant la question du pourquoi, on arrive à détricoter le fil. Alors chez Petit Bateau, on a plutôt l'habitude de les tricoter. Là, moi, je détricote pour que avec eux, on réfléchisse à nos process, à nos méthodes. Et ça c'est des réunions qui peuvent être des réunions sur le digital, ça peut être des réunions sur tiens, on va réfléchir à un nouveau concept magasin. Et on invite des RH. Et ça nous aide, nous aussi, dans notre fonction, à ne pas nous éloigner du cœur. C'est quand dans l'entreprise, on est sollicité parce qu'on a un regard particulier ou parce que moi, j'ai une fonction transverse, donc je sais qu'à un point A, il se passe quelque chose et que donc, du coup, peut-être qu'au point Z, ça va les intéresser. Quelque part, nous aussi, dans notre posture, on est obligé on a cette obligation de ne pas venir pour rien. Il faut aussi qu'on crée de la valeur. Et évidemment, on a un cœur de métier. Moi, je suis responsable directrice de la formation. Donc, oui, je m'occupe de formation. Je fais de la gestion de talent. Oui, je gère des talents. Mais si en plus, on peut mettre un petit quelque chose qui twiste un peu, quelque chose qui amène des pratiques différentes ou des points de vue, juste le point de vue, juste communiquer et partager. Alors après, pour l'heure, et ce qu'on vit là aujourd'hui dans le confinement, ce qu'on a vraiment décidé de mettre en place, c'est donc, je vous dis, beaucoup de communication. On a même créé, ce qui n'existait pas, et de façon très rapide, une page Facebook privée parce qu'on a un réseau d'entreprises qui fonctionnait plutôt pas super bien parce que tout le monde n'est pas connecté avec une adresse mail. Donc, il fallait qu'on trouve une solution un peu alternative pour être sûr qu'on arrive à communiquer et à toucher tous les collaborateurs qui souhaitaient l'être, même ceux qui étaient en chômage partiel ou technique, parce qu'ils avaient peut-être envie aussi de rester un petit peu connectés à ce qu'on faisait. Cette page, elle n'est pas du tout sur l'opérationnel, elle est vraiment sur du good vibes. Et puis, on a un claim toute l'année qui est Reconnect to Nature. Donc, parce qu'on vient du groupe Rocher, on fait partie du groupe Rocher qui a aussi
déployé tout un tas de solutions pendant ce confinement pour garder contact avec l'ensemble des collaborateurs partout dans le monde. Ce qu'on fait en France, on le fait aussi pour nos filiales internationales. Donc, on a mis en place des petites solutions comme ça en se disant, on verra bien, ça vivra ce que ça vivra, mais au moins là, ça existe. Et puis finalement, on est en train de se rendre compte que, par exemple, cette petite page Facebook, elle marche super bien et qu'on arrive à toucher des collaborateurs qu'on ne touchait pas par nos news classiques ou par des chemins un peu plus normés. Et du coup, on se dit, OK, on ne va pas continuer avec Facebook parce que ce n'est pas super sécure, parce que on va vraiment se donner les moyens d'aller chercher un petit budget pour un réseau d'entreprises qui vaille le coup, pour finalement reconstituer cette petite place de village qu'on a réussi à faire, cette petite loi de la proximité dont je parlais tout à l'heure. Et après, on a aussi énormément travaillé avec nos managers. On a mis en place tous les 10 jours des streams, des lives avec l'ensemble de notre comité de direction où tout le monde prenait la parole, où on venait aussi célébrer les victoires, parce qu'il y en a eu quand même. On venait aussi, sans filtre, parler des difficultés. Quand on est une entreprise de retail et que les boutiques ferment, on a un problème de trésor, clairement. Donc, il faut aussi qu'on puisse parler vrai avec les collaborateurs et les managers qui sont en première ligne. Donc, on a mis en place tous les 10 jours ces réunions qui sont organisées via Teams. Ça marche super bien. On ne l'avait jamais fait. Et du coup, on est en train de se dire que on va continuer parce que si ça marche, pourquoi s'en priver? Pendant ces réunions, donc on aborde tout un tas de sujets opérationnels, on aborde des points people en fait, et puis d'innovation. Et puis, c'est tout nouveau. Je l'ai lancé pour la première fois hier. On a mis en place des webinous. Je suis assez fière de ce petit gimmick. En fait, le webinou, c'est destiné à la communauté managériale et on a voulu leur dire, on pense à vous en fait, parce que vous êtes un peu le jalon permanent, on vous sollicite pour tout, vos collaborateurs vous sollicitent, vous êtes plusieurs vous sollicitent, nous on vous sollicite, bref, et vous dans tout ça. Et donc, du coup, on leur a dédié 2 fois 45 minutes hier après-midi sur c'est quoi d'être manager dans ces situations-là, c'est quoi la charge mentale, c'est quoi de faire le buffer en permanence, et puis c'est quoi de préparer l'après avec votre équipe, sachant qu'on a des équipes un peu à géométrie variable, télétravail, chômage, comment on va faire pour les reconnecter à l'entreprise ou pour leur permettre de retrouver un second souffle, parce que ceux qui sont au charbon depuis le 13 mars en télétravail, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils sont crevés, managers ou collaborateurs. Donc, comment on fait pour retrouver un second souffle, pour redonner du sens aussi? Donc, on a mis en place ces petits webinars, ça a plutôt pas mal fonctionné. On va continuer sur des thématiques qu'ils vont nous proposer et on ira là encore faire un travail d'investigation pour pouvoir être un peu pertinent. Puis, dans la seconde phase, parce qu'on est j'ai l'impression d'être sur un tapis roulant avec des vitesses différentes. On travaille sur le court terme, sur le moyen terme, c'est-à-dire la semaine prochaine, et puis le plus long terme, c'est-à-dire la reprise. Et donc, du coup, pour ça, on a décidé de demander aux collaborateurs via une grande enquête comment ils allaient, mais aussi aux managers de nous faire un peu le brief de leur situation. Donc, on lance à la fin de cette semaine, début de semaine prochaine, une mini-enquête sur l'heure d'après, pour les solliciter sur comment est-ce qu'on va recommencer, comment est-ce que finalement on va tirer parti des nouvelles opportunités, ce qui a changé dans l'entreprise, quel a été finalement l'impact de cette crise sur nos différents métiers, nos différents périmètres, qu'est-ce que ça a mis en lumière aussi en positif dans l'entreprise. Donc, comment on va faire pour recommencer avec des équipes engagées. Et donc, du coup, pour ça, on va organiser un partage collectif. J'ai mis en place une petite Dream Team RH qui va m'aider à déjà animer cette petite enquête, à collecter les différents sujets qui vont remonter et puis ensuite à animer des ateliers de travail. L'idée, c'est d'adopter ensemble un futur qui fasse sens, qui puisse être collectivement partagé. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, au co-développement, personnel ou professionnel, et donc du coup mettre en place des ateliers de réflexion mixte avec des thématiques. Alors ces thématiques, elles pourront être extrêmement larges. Ça peut être quel est le sens que je donne à mon travail aujourd'hui, quel est l'impact qu'il a dans mon petit écosystème. Chez Petit Bateau, j'ai eu la chance de travailler dans une marque qui a un ADN extrêmement fort avec des gens extrêmement engagés, hyper investis, parce qu'ils portent Petit Bateau dans leur cœur, mais vraiment
pour vous donner un exemple, quand on fait des webinaires entre nous, il y a peut-être 10 écrans sur 8 qui sont en marinière. On ne leur demande pas de s'habiller en marinière. C'est comme ça, ils l'ont sur eux, ils le portent en eux. Donc, c'est aussi sur des thématiques de partage, de réflexion, pour engager le collectif, pour investir le futur, pour relever aussi des défis à plus ou moins long terme. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer le futur plus sereinement? Finalement, comment est-ce qu'on va ensemble essayer de dessiner des nouvelles voiles à notre petit bateau pour partir plus fort, pour aller peut-être un peu plus vite? Moi, j'ai une culture d'entreprise que je porte et que je déploie là, à horizon de l'été, qui se cale sur 4 mots: authentique, complice, agile et intrépide. Là, si je voulais un terrain d'essai, je ne pouvais pas mieux trouver. Comment on fait finalement pour redonner du sens à ce qu'on fait, pour rester dans le game, comme disent mes fils. Et puis faire des choix, comment on fait pour évoluer, pour ne pas subir, parce que là, en fait, on a vachement subi. Comment on fait maintenant pour décider de tirer les apprentissages de notre agilité collective et produire quelque chose qui ait de la valeur. Voilà, la valeur dans tous les sens du terme, une valeur pécuniaire, mais aussi une valeur éthique. Comment est-ce qu'on réfléchit à des initiatives plus solidaires, même en termes de RH, hein. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de volontaires aussi, nous, hein, même dans nos usines, des gens qui ont fabriqué des masques. Voilà, il y a vraiment eu beaucoup de solidarité, beaucoup de volontaires. Et ben aussi, on met en place une espèce de bourse de compétences en interne pour essayer d'aller donner un second souffle aux équipes qui commencent à fatiguer un peu, et se dire, si moi j'ai un peu moins de charge de travail, je mets à disposition mes compétences, mon cerveau, bref, mon attention, ma concentration, tout ce qu'on veut, mon énergie, au service peut-être d'une équipe qui n'est pas la mienne. On va peut-être m'apprendre pendant 2 heures à me servir d'un petit logiciel ou je sais pas. Mais au moins, je vais être solidaire avec les gens qui constituent le collectif Petit Bateau. Donc, l'idée, c'est d'être innovant. Alors, des fois, ce n'est pas des innovations de fou, hein. Des fois, c'est juste se poser des questions sur du bon basique. Qu'est-ce qu'on doit conserver? Qu'est-ce qu'on doit créer? Qu'est-ce qu'on doit réduire? Qu'est-ce qu'on doit éliminer? Comment on catégorise tout ça? Et puis, le faire en collectif. Moi, comme je vous le disais, je suis praticienne co-développement. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Donc, moi, j'ai très envie de mettre en place des collaboratons. Par exemple, pour la marque employeur, j'avais mis en place un hackathon il y a très longtemps maintenant. J'ai envie de faire un collaboraton sur des journées particulières. Voilà. Garder en fait le côté un peu géo-trouve-tout. Voilà. On a été un peu scout sur ce coup-là. Je trouve que ça serait bien de continuer à être dans cet état d'esprit. Voilà, je ne sais pas si… J'ai absolument pas regardé l'heure, je suis absolument navrée. Ouais, non, mais je vous ai laissé parler, Nathalie, et c'est pas grave, pour ça, je vais poser une question, du coup, c'est le revers de la médaille. Pardon? Mais c'était intéressant d'avoir votre retour. Alors, j'ai une question, c'est est-ce que vous pouvez nous décrire le contenu de ces fameux webinous? Est-ce qu'il y a plusieurs intervenants? Est-ce qu'il y a comment se gèrent les questions-réponses, etc. Voilà, ça, Alors, c'est qui pose cette le question. contenu du webinou d'hier, c'était vraiment dédié au manager. On était trois RH. Le RRH de périmètre, parce qu'elle connaît particulièrement bien sa population. Une des personnes de mon équipe qui a travaillé sur les différentes postures d'un manager avec des équipes à géométrie variable. Et puis, il y avait moi qui ai abordé plutôt une partie un petit peu plus, tout ce qui touche à la charge mentale, tout ce qui touche au… Voilà. Donc, on était sur la diversité des équipes. Moi, en tant que manager, je veux bien prendre soin de mon équipe, mais d'abord, il faut que je prenne soin de moi. Et puis, le travail de reprise, on leur a fait un questionnaire pour avoir des vraies conversations authentiques avec leurs collaborateurs. Et donc, du coup, on leur a donné un peu un guide. Voilà. Donc, on a fait ce partage-là. Et l'idée, c'est que ces premiers webinars soient un peu des échantillons. Ça leur a peut-être donné le goût d'aller plus loin sur des thématiques déjà évoquées hier ou d'autres. Et donc, du coup, d'en relancer peut-être une fois tous les 10 jours. Voilà, je ne sais pas si j'étais très, très claire. Ouais, c'est Pour le clair. moment, ils sont juste en français. C'est déjà très ambitieux de lancer ça comme ça, mais on envisage de déployer beaucoup plus largement dans les mois qui viennent. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre intervention. Merci. Et Je vous du en coup, prie. je vais passer à Frédéric Myriel. Alors, c'est en anglais dans le texte, hein. Donc, c'est Head of Workplace Consulting, Change Management et R&D, donc de Colliers International. Frédéric, je vais te laisser la parole pour nous dire si justement ce déconfinement, est-ce que c'est la place à l'innovation finalement ou un retour en arrière? Pour 10 minutes.
En 10 minutes. Bonjour à tous et merci de m'accueillir au sein de votre communauté de RH. Moi qui suis peut-être moins dans cette communauté avec mon sujet qui peut paraître peut-être un peu plus éloigné des RH, et pourtant Dieu sait que, à notre sens, en tous les cas chez Colliers, c'est pour nous un sujet qui est au contraire au cœur de celui des préoccupations des RH, qui est celui de l'environnement de travail. Et qui, à mon sens, pourrait être d'ailleurs un sujet d'innovation pour les RH. On y reviendra, mais voilà. Donc moi, je vais partager avec vous le fruit de nos réflexions aujourd'hui chez Colliers. Chez Colliers, où avant que tout ça ne se passe, qu'on ait ce moment historique, parce que je pense que quand même on peut parler d'un moment historique qui va marquer nos esprits et qui de toute façon dont on parlera de toute façon dans l'histoire, hein, auquel on fera référence. Avant tout ça, on voyait se dégager un certain nombre de tendances un peu timides sur des évolutions en termes d'environnement de travail, de façon de travailler, puisque c'est plutôt ça, hein, le sujet qui nous préoccupe, c'est nos modes de travail et nos façons de travailler. Et d'ailleurs, on avait réalisé l'année dernière une étude appelée Odyssée 2030, où on souhaitait se projeter dans ce que sera notre environnement de travail en 2030. Et on avait déjà vu effectivement que pourquoi pas une délocalisation des personnes vers la province qui pourrait s'accentuer. Mais donc du coup, quelle réaction des entreprises par rapport à ça? Le télétravail, grande question, va-t-il se développer, ne pas se développer, etc. Donc, on avait fait différents scénarios sur le développement du télétravail qui pouvaient être plus ou moins timides, plus ou moins développés. L'usage des espaces de coworking, qu'allait-il devenir à l'avenir, comment est-ce qu'on allait gérer tout ça, la dépendance aux technologies, qui est aussi un sujet. Et puis, on voit aujourd'hui que ça fait débat quand on nous demande de pouvoir être suivi pour pouvoir gérer cette épidémie. Ça fait grand débat, mais pour autant, on est bien content de trouver toutes ces technologies aujourd'hui pour pouvoir communiquer, échanger. Voilà. Donc, est-ce que cette dépendance à la technologie est quelque chose qui va rester? Le sujet aussi peut-être un peu moins drôle de la fracture sociale. On sent bien aujourd'hui qu'il va y avoir des sujets sur ces différents entre ceux qui ont pu télétravailler, ceux qui n'ont pas pu télétravailler, ceux qui vivent plus ou moins bien cette crise, etc. Enfin bon, on retrouve la même chose aussi dans l'environnement de travail, ceux qui ont la possibilité d'être mobiles par rapport à l'environnement de travail ou pas. Voilà, donc il y a aussi un sujet important, la politique climatique. Comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il va y avoir une forte prise de conscience ou pas? Tout ça, c'est des sujets qu'effectivement on avait étudiés dans le cadre de l'Odyssée 2030, et de cela, on en avait tiré 5 scénarios, voilà, qui étaient plus ou moins noirs, plus ou moins optimistes. Voilà. Et donc, ce que nous, on voit aujourd'hui, c'est que finalement, tout ce qu'on avait identifié dans le cadre de cette réflexion, moi, je trouve que ce moment, ça va créer une faille. Enfin, voilà. Il y aura sans doute un avant et un après. Alors, est-ce que ça va changer beaucoup? Pas, je ne sais pas, mais de toute façon, ça va créer un momentum, enfin, quelque chose de différent. Et nous, on a le sentiment que ça va accélérer en fait des tendances qu'on avait vues de façon plutôt timide jusqu'à aujourd'hui et qui vont sans doute s'accélérer sur un certain nombre de sujets. En particulier le télétravail. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, Déborah, en une journée, tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé en télétravail. Avant, enfin, moi, je parle du télétravail quand même depuis 2006, et on en était toujours à se demander si on allait faire du télétravail. On entend encore très souvent dans le télétravail, il y a télé. Voilà. Donc, il y a eu un vrai, là, une espèce de révélation pour beaucoup du fait que le télétravail, finalement, c'était faisable et il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait faire en télétravail et qu'on travaillait finalement quand on était en télétravail. Voilà. Il y en a aussi qui restent sceptiques, hein. Nous, on entend aussi beaucoup de clients où on nous dit oui, bon, ben, maintenant ça va bien, hein, tout le monde va revenir dans l'entreprise et puis on va commencer à travailler. Donc là aussi, il y a des choses qui vont arriver. Mais
Il n'empêche que on a aussi fait une enquête internationale qui montre que 76% des personnes souhaitent pouvoir continuer à télétravailler dans le futur. Donc, on va arriver dans un nouveau mode de fonctionnement. Nous, on parle de travail hybride. Et ce travail hybride entre je suis présent dans l'entreprise, je suis à distance, ça va avoir une incidence. Il y a l'attention portée à la RSE qui a repris, je pense, beaucoup de poids dans l'entreprise. Enfin, on voit bien qu'on se tourne beaucoup plus vers la personne. Quand vous parliez en introduction du fait que les RH devraient peut-être être moins dans les tâches administratives et plus tournées vers les personnes, vers les individus, vers les managers. Le sujet du management aussi est un sujet qui a été énormément révélé dans cette période. Voilà. Nous tous qui sommes ici managers, je pense que ça a été un moment dont on se souviendra. Voilà, où il a fallu allier à la fois la crainte de ce qui se passe à l'extérieur, la continuité de l'activité. Bon, le vrai rôle de coach, là, je pense qu'on l'a tous eu dans nos équipes. Donc, ça a aussi re-questionné ce rôle finalement du manager. Qu'est-ce qu'on attend du manager? C'est quoi son rôle? Voilà, et tout ça, effectivement, ça questionne aussi sur finalement, pourquoi est-ce que je vais aller au bureau? Aujourd'hui, on le voit bien dans le cadre des confinements. Moi, je vois dans mes équipes, il y en a qui, dès que ça va être fini, je vais retourner au bureau, j'ai besoin de retourner au bureau. Puis finalement, ouais, peut-être que non, ça ne va pas être si simple. En fait, je n'ai pas besoin d'y aller si souvent, etc. Donc, ça re-questionne sur tous ces sujets de pourquoi finalement je viens au bureau. Et sans doute, du coup, en fonction de ce que je viens y faire, de quoi est-ce que j'ai besoin au bureau? Est-ce que j'ai besoin d'un bureau pour travailler tout seul, dans mon coin? Ou est-ce que je n'ai pas besoin plutôt d'espace collectif pour travailler à plusieurs et pour être en équipe? Et quand je suis en équipe, être vraiment en équipe, pas chacun derrière son bureau, puis de temps en temps on s'interpelle. Voilà, donc c'est toutes ces réflexions sur lesquelles nous, aujourd'hui, chez Colliers, on travaille. Alors, c'était déjà des tendances qu'on voyait se dégager. Mais on a vraiment le sentiment que ça va s'accélérer, sans compter que va venir se percuter le sujet économique, où on va se re-questionner de tous ces bureaux qui ont été vides pendant 2 mois, finalement, est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce qu'on en a réellement besoin pour travailler tout seul? Ou est-ce qu'on n'en a pas plutôt besoin pour se réunir, travailler ensemble? Sans compter que cette crise, elle va aussi re-questionner la notion de choix. Le collaborateur a compris qu'il pouvait peut-être travailler différemment, donc il va peut-être souhaiter avoir le choix finalement de sa façon de travailler, est-ce qu'aujourd'hui je vais au bureau ou est-ce que je vais plutôt rester chez moi ou est-ce que je vais aller dans un espace de coworking. Voilà. Et quand je suis au bureau, est-ce que je dois nécessairement m'asseoir derrière mon bureau ou est-ce que je ne peux pas organiser mon environnement différemment? Et sans compter que je pense que toute cette crise, elle a aussi, et c'est un sujet RH sans doute, remis en avant le sujet de l'équipe, du sens de l'équipe. C'est le manager manage une équipe et pas des individus. Et donc, comment est-ce que je peux manager cette équipe confortablement dans mes locaux? Est-ce que je n'ai pas plutôt besoin d'un espace où on va se retrouver une fois tous les 15 jours ensemble pour pouvoir vraiment être ensemble, travailler ensemble, etc. Donc, voilà, nous, on a vraiment le sentiment chez Colliers que on va aller vers des environnements de travail qu'on appelle hybrides, qui sont donc des environnements de travail qui s'adaptent plus à justement ces façons de travailler où on va être à la fois ici, à la fois ailleurs. On le voit aussi là dans la période de déconfinement, comment je manage une équipe qui est à la fois en présentiel, à la fois à distance. Voilà. Et pour nous, c'est des choses qui vont perdurer. Et l'environnement de travail tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas continuer à rester comme il est. Enfin, c'est notre sentiment. Il va évoluer. Et il va évoluer pour soutenir ces nouveaux modes de fonctionnement qui sont sans doute très différents aujourd'hui de ce qu'il y avait hier. Donc voilà. Et puis l'immobilier de façon générale, je pense que
Et ça va, nous, on prône beaucoup le fait que les RH doivent être complètement impliqués dans ces sujets d'environnement de travail et d'immobilier, parce qu'il faut sans doute aussi penser l'immobilier plus global dans l'entreprise. L'immobilier, maintenant, il va s'étendre jusqu'au domicile des personnes. Si les personnes télétravaillent plus et travaillent plus chez elles, est-ce qu'on doit considérer qu'elles se satisfont d'un aménagement qui est quelquefois pas terrible? Voilà, la chaise est un peu dure au bout de 2 mois. Donc, voilà, est-ce que tout ça… et donc, il faut avoir cette vision plus globale. Nous, on parle vraiment d'environnement de travail au sens, ça englobe tout. Est-ce que je propose aussi à mes collaborateurs des espaces de coworking à proximité de chez eux? Parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler dans leur domicile, mais ils n'ont peut-être pas non plus envie pour autant de faire 1h30 de trajet pour venir jusqu'au bureau. Et donc, une vision plus globale, y compris dans l'immeuble. L'immeuble, il faut peut-être plus le penser entreprise et moins individu. Donc, c'est toutes ces réflexions qui, aujourd'hui, animent nos échanges chez Colliers. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure, pour nous, tout ça, ça se co-construit. Donc, c'est aussi avec vous qu'il faut qu'on le co-construise. On le voyait dans l'Odyssée, il y a 5 scénarios. Il y aura différents scénarios d'environnement de travail. Il n'y a pas une seule solution. C'est une solution qui doit être adaptée à chaque entreprise, à chaque culture. La notion de culture est extrêmement importante aussi dans la façon dont on va concevoir ces environnements de travail. Voilà, donc c'est vers tout ça que nous, on s'oriente aujourd'hui, enfin, s'oriente toutes nos réflexions aujourd'hui chez Colliers, poursuivre nos réflexions. Voilà, et si possible, avec l'appui des RH, et ça peut être effectivement un sujet d'innovation fort pour les années à venir pour les RH. Donc, nous sommes ouverts à travailler avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton intervention. Alors, j'ai une question, c'est est-ce que le flex office, n'est-il pas mort avec le Covid? Et quid de l'open space versus la peur des salariés de revenir au bureau? Alors, moi, j'ai toujours un petit cheval de bataille, c'est la confusion de l'open space et du flex, qui sont pour moi 2 choses très différentes, puisque si aujourd'hui on arrive au flex, c'est justement parce que l'open space n'a pas répondu aux attentes des entreprises. Et le flex, ce n'est pas une utilisation différente des open space, c'est aussi un rééquilibrage entre les espaces fermés et les espaces ouverts. Donc, je pense que voilà, il y a de l'open space dans le flex, mais il y a de l'open space plus d'autres espaces et une multitude d'espaces. Donc, voilà. Après, moi, je pense que le flex n'est pas antinomique avec entre autres, ce sujet du déconfinement, qui est la question qui revient beaucoup aujourd'hui. Puisque, alors déjà, il y a une chose toute bête, c'est que dans le flex, on fait le clean desk. Et donc, on a des surfaces qui sont propres toute la journée et qui sont facilement saines, en fait. Voilà. Vous n'avez rien qui encombre les bureaux. Donc, ça, c'est déjà ça. Après, je pense que c'est aussi une façon d'utiliser l'espace qui ouvre plus de flexibilité, finalement, et qui permet plus de s'adapter à un environnement qu'on va utiliser différemment. Donc, le fait de ne pas avoir finalement son bureau, alors dont je comprends que ça peut être un élément rassurant quand on rentre au bureau, mais pour autant aujourd'hui, compte tenu de la distanciation sociale, etc., vous n'allez peut-être pas retrouver votre bureau, parce que votre bureau il est peut-être trop près de celui de la voisine. Donc finalement, vous allez peut-être être obligé d'aller sur un autre bureau. Donc, et le flex, en fait, il offre cette possibilité d'appréhender l'espace différemment. Et puisqu'on travaille beaucoup quand on travaille sur l'environnement de travail flexible, sur des usages différents en fonction des espaces, sur une façon d'utiliser différemment l'espace. Donc, il donne déjà cette ouverture, en fait, sur finalement l'espace, je peux peut-être l'utiliser différemment. Et nous, on pense qu'en plus, si on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais s'il doit y avoir d'autres crises, finalement, il répondra sans doute mieux à des crises à venir en permettant assez facilement de se réadapter à des crises dont on ne sait pas ce qu'elles seront en plus voilà, demain, que des espaces où on est chacun dans quelque chose de plus figé. Donc,
Nous, et puis, la question, enfin, aujourd'hui, je pense que les entreprises, quand elles voient tous leurs locaux qui ont été vides pendant 2 mois, avec une activité certes moindre du fait de la crise, mais qui n'a quand même pas été arrêtée totalement, on va se questionner. Alors, je ne dis pas qu'on va réduire drastiquement les mètres carrés, mais on va sans doute les utiliser différemment. Sans doute les réduire un peu, ça je pense, mais pas, n'allons pas dire non plus on fait du flex et on va compresser complètement. Non, on fait peut-être du flex, enfin on utilise l'environnement différemment en y apportant sans doute plus de support aux échanges, aux collectifs. Là, les gens, ils rêvent de quoi? De se retrouver ensemble. Ils ne rêvent pas de se retrouver tout seuls derrière leur bureau. Enfin, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Donc, comment est-ce qu'on soutient mieux ce collectif dans l'entreprise? Donc, effectivement, il va falloir reconsidérer la façon dont on utilise les surfaces et sans doute, effectivement, que le flex va se développer. Parfait, merci beaucoup Frédéric pour cette réponse. Et Thomas donc, qui dit « Le travail devient Atawad ». Atawadak, même, nous on dit. Ah, Atawadak, bon voilà, hybride multimodal. Voilà, on peut travailler partout avec tous les devices. C'est la notion de choix et du fait qu'on puisse travailler d'où on veuille, avec tous les outils que l'on veut, dans les meilleures conditions possibles. C'est surtout ça qui est important aussi. Parfait, merci beaucoup Frédéric pour ton intervention et pour la remarque de Thomas. Et du coup, maintenant, je vais passer la parole au dernier intervenant. Difficile de clôturer cette thématique, mais je suis sûr que Yves, toi, en tant que président du Lab RH, tu sauras résumer un peu tout ce qui a été dit et puis apporter ton regard. Aussi en tant qu'ancien DRH qui, en plus, ne vient pas de la fonction RH, puisque tu viens d'une fonction plus business, voire même scientifique avant. Donc, Yves, à toi pour 10 minutes. Donc, j'ai bien 1 heure devant moi, c'est super sympa. Bonjour. Donc, vous remarquerez, puis après je passerai au sujet, qu'il n'y a pas que chez Petit Bateau qu'on met la marinière, puisque Alexandre a mis le t-shirt du Lab RH, qu'il porte avec brio. Voilà, donc, non, alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les unes, les uns et les autres. Moi, je reviendrai peut-être un peu à la question posée, finalement, qui était est-ce que le déconfinement, ce sera un regain d'innovation ou pas? Très différent. D'abord, moi je poserais un peu la question différemment, c'est-à-dire que le déconfinement, c'est quand? Officiellement, c'est déjà maintenant, mais on n'a pas l'impression d'avoir vraiment déconfiné. Donc, combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Est-ce que la situation d'après sera un retour dans un contexte, je ne parle pas de la fonction RH, dans un contexte normal, ou dans un contexte finalement qui s'apparentera plus à l'espèce d'entre-deux dans laquelle on se situe aujourd'hui, on a l'impression de se situer. Tout ça, personne ne le sait. J'ai aucune idée. Si j'ai quelques idées, quelques intuitions. Et donc, moi, la question que je me pose finalement aujourd'hui, c'est finalement en quoi cette période incroyable, enfin, c'est complètement délirant, on est dans une période, on est dans une expérience que personne n'avait souhaité, mais dans laquelle on était plongé du jour au lendemain, qui aurait pu durer 15 jours et qui dure déjà depuis 2 mois et qui va durer encore, et dans laquelle on a eu déjà par étapes, et là je reprends le regard des équipes, des entreprises et des DRH en particulier, dans laquelle on a vécu des étapes successivement de l'adaptation nécessaire, du jour au lendemain, comme ça a été dit tout à l'heure, notamment dans les témoignages de Déborah et de Nathalie. On a dû s'adapter. La bonne nouvelle, déjà première bonne nouvelle, et du coup je vais faire un petit débat à distance avec Thomas. Première bonne nouvelle, c'est quand même que les équipes RH sont extrêmement, peuvent être, en tout cas pas toutes évidemment, mais peuvent être extrêmement créatives et s'adapter et avoir des trésors d'innovation insoupçonnés peut-être en temps normal. Et les crises vont révéler, comme toute crise, les tempéraments. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de ces adaptations, on va dire, pratiques au travail à distance, eh bien, on voit émerger, et ça, moi, je le vois dans mes activités diverses et variées, et notamment dans le cadre du lab, on voit que le temps aidant et l'immersion prolongée dans ce contexte-là fait que les DRH, après avoir eu, évidemment, dû gérer un sujet d'ailleurs sur lequel, et on y reviendra,
ils n'étaient pas forcément tous impliqués. Ça, c'est mon cheval de bataille, l'environnement de travail, les modes de travail. Et bien, après avoir géré ça, maintenant, ils se retrouvent confrontés, après avoir mis en stand-by certains sujets, à se dire maintenant, comment on va faire pour manager, pour recruter, pour former, pour engager, enfin tous les sujets finalement auxquels les DRH s'intéressent pour apporter de la valeur. Je ne parle pas des fondamentaux incontournables que sont l'administration et les relations sociales qui ont un rôle absolument clé en ce moment pour s'adapter à la crise, mais finalement on voit les prémices de quelque chose qui pose des questions fondamentales sur la façon de travailler et s'adapter à un contexte qui évolue. Donc moi, mon point de vue, je vais prendre un angle de vue qui est un peu simpliste, mais c'est d'abord partir du constat que l'innovation, et au Lab, on le sait pertinemment, l'innovation, c'est quelque chose dans laquelle se sont engagées les entreprises, alors plus ou moins, certaines pas vraiment, mais en tout cas dans lesquelles se sont engagées les entreprises conscientes du fait que les environnements économiques évoluaient, hein, on parlait d'ubérisation, etc., encore très largement récemment, où les aspirations des salariés ou agents de la fonction publique évoluent. On n'a plus envie de travailler de la même façon, on n'a pas le même sens au travail, etc. Et puis, on a à disposition des outils, des applications, des pratiques, l'intelligence collective et autres, qui permettent d'envisager les choses différemment. Et peut-être pas simplement d'adapter des outils à l'existant, mais de reconfigurer tout ça. Alors oui, c'est pas là où je rejoindrai ce que disait Thomas, c'est que c'est pas le cas de tout le monde et que bien des entreprises sont ramenées par leur organisation, des équipes RH à se recroqueviller d'une certaine façon par la force des choses, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, parce que les DRH eux-mêmes n'ont pas forcément ce tempérament, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, mais vont aller sur des fondamentaux qui sont plutôt d'ordre administratif et, pour caricaturer, relations sociales, sans aucun aspect péjoratif dans ce sujet. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées sur les autres sujets. Ce que j'appelle le deuxième étage de la fusée, à savoir tout ce qui apporte de la valeur, le triptyque, attirer, développer et engager les collaborateurs. Donc ça, à mon avis, c'est des bases déjà d'une dynamique qui est lancée. Et puis, troisième point, l'environnement de travail, sujet sur lequel s'engager assez timidement les DRH, à mon sens, et sur lequel la crise va, à mon avis, avoir un impact. Donc, quand on prend tout ça réuni, cette dynamique dans laquelle on était déjà, plus ou moins, et ce contexte qui, à mon avis, va évoluer, sans savoir à quel niveau il va évoluer, est-ce que la société de demain sera fondamentalement différente? J'en sais rien. On lit de tout là-dessus en ce moment, et personne ne sait exactement ce qui va se passer, mais beaucoup de questions émergent. Est-ce que les attentes ou les aspirations des salariés sont différentes? Est-ce que les modèles économiques vont s'accélérer? Moi, ce que je pense, c'est qu'en tout cas, le monde d'après ne sera pas exactement le même qu'aujourd'hui. Le monde d'après, et je vais prendre un seul exemple. J'en prends un seul et on peut les multiplier à l'infini. Je ne parle pas sur des terrains sociologiques compliqués. Je vais considérer tout simplement exactement ce que décrivait Frédéric. Moi, ça fait 10 ans que je suis persuadé, que je suis vraiment... que je milite d'une certaine façon pour que les DRH s'emparent du sujet de l'environnement de travail, du collectif, du travail en collectif, de les équilibres de vie, des possibilités que peuvent apporter les outils. Et je suis persuadé que cette immersion du jour au lendemain, brutale, grandeur nature, mondiale, sur un mode de travail que certains rechignaient finalement, un mode d'organisation du travail que certaines entreprises et beaucoup d'entre elles rechignaient à adopter, va montrer son intérêt du point de vue de l'entreprise, du point de vue des salariés, va poser des questions sur le sens également qu'elles donnent à leur façon de travailler, mais va aussi montrer les limites, parce qu'on voit bien qu'effectivement, faire du tout confiné, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour se taper dans le dos. Et puis mais effectivement, en tout cas, c'est un laboratoire incroyable qui, du jour au lendemain, va accélérer considérablement les choses. On va gagner des années. Ce décor étant planté, les questions qui se posent aujourd'hui, elles vont se poser forcément à l'avenir, dans des proportions plus ou moins marquées, mais je pense que la question de la formation est un vrai sujet. Comment va-t-on former des équipes dont on ne peut pas savoir aujourd'hui, c'est la question que se posent les entreprises, où elles seront demain? Est-ce qu'on pourra obliger les gens à être en présentiel? Je pense que des choses vont de toute façon, des traces vont rester de tout ça. Le recrutement, comment va-t-on recruter? Comment va-t-on attirer également des salariés qui ont peu d'aspirations différentes après 3-4 mois d'immersion dans des modes de travail totalement différents? Toutes les relations, toutes les questions relatives à la QVT, et puis une question
pas des moindres, le management. On voit déjà que le management, il est très, très, très bousculé par cette expérience live. Donc, à mon avis, il en restera quelque chose. Donc, si je dois résumer, il me reste combien de minutes, Alexandre ? Une. Ah bah, c'est parfait, c'est le temps du résumé. Moi, si je dois résumer mon point de vue vraiment en une phrase, je pense que oui, la crise, alors demain, la nécessité, et je rejoins totalement Thomas, mais voyons les choses à plus long terme, à court, moyen terme, malheureusement, la focalisation des RH, ça va être certainement pour beaucoup d'entre eux de s'occuper de priorités organisationnelles, sans doute extrêmement importantes dans certains secteurs. Et là, effectivement, là on peut parler d'innovation là aussi, dans le cadre de PSE, lâchons le mot, mais ce n'est pas forcément là qu'on attend la réponse à la question. Mais au-delà de ça, je pense que ça va, d'une certaine façon, accélérer la dynamique de transformation pour les entreprises qui étaient déjà engagées. Ça va placer celles qui n'étaient pas engagées, je pense, devant la nécessité de s'y mettre, parce que de toute façon, le contexte aura évolué d'une façon ou d'une autre et il faudra s'y mettre sur les sujets que j'ai déjà évoqués. Et je pense que finalement, bon, ça va d'une certaine façon démoyenniser, c'est-à-dire que ceux qui sont bons deviendront très bons, ceux qui n'étaient pas engagés dans l'innovation par nécessité vont devoir y aller peut-être avec des essais-erreurs et des expériences plus ou moins heureuses. À mon avis, c'est une opportunité incroyable d'exercer sa créativité pour ceux qui ont envie de voir les choses du bon côté, c'est mon cas. Ça va beaucoup reposer sur la capacité des directions générales, mais aussi des acteurs RH et des leaders et des managers RH, d'insuffler cette dynamique de l'innovation, ce qui n'est pas forcément, là aussi, et je reviens à des points qui ont été dits tout à l'heure, dans l'ADN des entreprises, des DRH. C'est vrai qu'on est souvent dans une forme de sécurité ou en tout cas dans une absence de prise de risque. Donc, il s'agit d'activer des dispositifs d'innovation. Il s'agit effectivement, le Lab RH, il répond entre autres à ce bain d'acculturation, de dynamique d'innovation qui ne se fait pas du jour au lendemain, qui nécessite des processus d'acculturation, de changement, de point de vue, d'état d'esprit, de manière de travailler ensemble. Il ne s'agit plus d'adopter uniquement des outils qui vont faire plus facilement les choses qu'on fait déjà. Il va falloir considérer la façon de travailler fondamentalement d'un œil différent, comme certains se sont déjà engagés à le faire. Et puis voilà, donc c'est la conclusion, en tout cas à ce stade, et tout en disant ça, je ne sais pas ce qui se passera. C'est un message, alors je ne sais pas si c'est un message d'espoir, mais en tout cas, parce que ça va être difficile. Mais c'est une nécessité que je vois de toute façon à innover et pour ceux qui n'y étaient pas encore à s'y mettre. Voilà. Merci beaucoup Yves pour ton intervention. Et alors, vous avez vu peut-être, je ne sais pas si tout le monde, tous les participants voient les conversations, mais je vais peut-être retenir quelques mots parce qu'il y avait des échanges entre Nathalie, Thomas et Déborah pendant l'intervention d'Yves. Nathalie qui dit, je me permets de prendre 15 secondes pour lire, pour innover, il faut redonner ses lettres de noblesse à l'erreur comme source d'apprentissage. En cela, les RH sont certainement frileux car souvent en ligne de mire. Là où il répond Thomas qu'il faut redonner les lettres de noblesse à l'acronyme DRH, le D pour de la direction qui donne le sens à l'action, le R de la relation et non du risque ou de la ressource, et le H de l'humain qui doit rester notre finalité. Et Nathalie qui complète le H pour hybridation des idées. Et donc, je crois que Déborah est totalement d'accord avec ce qui a été dit. Et il faut aussi une bonne autocensure pour éviter de faire des erreurs. Donc voilà, je voulais juste conclure là-dessus. On arrive à la fin de ce webinaire. Je suis sûr qu'on pourrait discuter encore très longtemps, mais il est 10h18. On avait promis une fin à 10h15. Donc, merci beaucoup à tous les participants et puis à vous, intervenants, d'avoir joué le jeu de ce webinaire. Je rappelle deux choses. La première, c'est à tous les participants, donc tous les membres du Lab RH, vous avez reçu un mail ce matin pour vous connecter à l'application du Lab RH, donc une application de micro-learning. On a beaucoup parlé de micro-learning aussi, donc avec beaucoup de push de contenu, avec des quiz, des parcours, etc. Donc, téléchargez cette application. Il y a énormément de diffusions qui sont faites régulièrement chaque semaine. Donc ça, vous avez reçu un mail ce matin de la part de Pauline du Lab RH. Merci encore une fois donc Frédéric, Nathalie, Déborah, Thomas, Yves pour votre participation. Merci Lionel pour l'organisation encore magnifiquement orchestrée de ce webinaire.
Et puis, je vous retrouve, alors peut-être pas forcément en direct, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ma cuisine le mois prochain, mais on se retrouve le mois prochain, toujours en webinar, puisqu'on conserve donc, nos événements à distance jusqu'à la rentrée, jusqu'au mois de septembre. On prend ce pari-là au LabRH, puis on verra comment ça se passe au mois de septembre. D'ici là, je vous souhaite un bon déconfinement et soyez prudents quand vous déconfinez. Donc, bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt.